1er novembre, donc traiter de cette thématique autour de laquelle je tourne un peu depuis un petit moment, un jour et demi, 2 jours. En tout cas, c'est la thématique du passage. J'ai écouté un petit passage de petit moment avec Alain Ray, donc Alain Ray qui parle des mots. Donc, et évidemment, pour chercher à comprendre leur filiation, si je puis dire, la philologie des mots, mais bien sûr, moi j'utilise les mots dans leur acception actuelle, donc je n'ai pas, non, euh, je n'ai pas ce souci-là de chercher à comprendre, etc. Un mot, à partir du moment où il est compris, euh, me suffit. Donc, la mort, j'ai trouvé un petit quelque chose d'une sorte de guide, une personne qui constitue une forme de guide. Alors, je sais plus, c'était la vie après la vie, ou je sais pas, moi j'avais compris la vie après la mort. En tout cas, je me rappelle plus le titre exactement. Donc, on peut beaucoup essayer de, comment dire, d'échafauder des hypothèses ou de passer du temps finalement à nourrir enfin, à se gargariser de mots après la mort. La mort est évidemment une chose qui nous importe à tous, qui nous touche tous, mais on, a, on en a une définition qui n'est pas une définition très, comment dire, on a une définition, mais il semble que la définition ne nous satisfait pas. Pour certains, la mort n'est qu'une forme de n'est qu'une transition. Pour d'autres, la mort, c'est la fin. C'est la fin de leur corps, c'est la fin de leur être, c'est la fin de tout. Donc, finalement, l'être qu'ils ont été, avec une histoire, avec une mémoire, avec une sorte de présence, cette présence disparaît de façon totale, il n'en reste rien. Donc après on peut trouver des gens qui, eux, évidemment, n'ont pas cette même considération, donc ils pensent que, évidemment, il n'y a pas de mort totale, parce que ce qui nous compose ne disparaît pas. Et a priori, c'est ma thèse à moi, donc c'est la façon que j'ai réussi à mettre en place, la façon d'approcher ce phénomène biologique et, j'allais dire, et aussi social, mais biologique principalement. Après, il y a un versant social à la mort. Voilà, donc le problème est que d'autres jours, pour directement arriver à ce titre, qui est en fait un titre d'autres jours, d'autres soleils. D'autres jours, d'autres soleils. Aujourd'hui, il fait soleil, on peut dire qu'il fait beau, mais évidemment, comme il y a la crise sanitaire en cours, on n'a pas le droit d'en profiter, il faut d'en jouir comme il se devrait, comme d'habitude. Donc, quelque part, il y a des gens qui sont peut-être dehors, certainement, mais la majorité est plutôt cloisonnée et on doit regarder ça de loin. Alors, on peut dire il y aura une vie après la pandémie, il y aura une vie après ce moment d'absence, et finalement, on peut toujours dire ça, il y a un après. Alors,
comment dire, comment quantifier cet après. C'est un après pour le genre humain, c'est pour comment dire, les primates que nous sommes. C'est quoi l'après? Après, l'après n'est pas le même pour nous comme pour les bactéries, même si nous sommes composés de bactéries, mais il y a des bactéries qui vivent en dehors de nous, qui n'ont pas besoin de nous, qui pourraient, évidemment, même s'il devait y avoir demain, dans très peu de temps, une extinction massive, ben, la vie ne disparaîtra pas, ou la vie telle que nous la pensons, telle que nous la percevons, il y aura toujours quelque chose. Et là, on peut se demander, est-ce cette chose-là est importante? Quelle est l'importance qu'il y ait toujours des phénomènes, j'allais dire, de passation, et une sorte de passation de matière d'un corps à un autre. Et est-ce que ce phénomène dit biologique a finalement un intérêt autre que... Est-ce qu'il a un intérêt plus grand? Est-ce qu'il y a quelque chose derrière qui finalement... à quoi ça sert que moi, j'emmagasine des minéraux dans mon squelette, etc. Finalement, pourquoi faire? Quel est l'intérêt des minéraux à venir finalement se fixer dans mon corps? Évidemment, après un certain temps, je vais leur rendre leur liberté, mais pendant quelque temps, ils sont fixés d'une certaine façon, puisque ça, il n'y a pas de fixité à proprement parler. Nous, comment dire, nous débarrassons des minéraux au fur et à mesure et nous en reprenons d'autres. Est-ce qu'il y a un intérêt pour les minéraux à passer par notre corps, pas à se fixer, mais à passer, puisque ce n'est qu'un moment de passage. Donc ça peut durer quelques jours, comme ça peut durer quelques semaines. Je ne sais pas quelle est la durée comment dire, de présence, combien un minéral, combien de temps il reste en nous avant de continuer, avant d'être évacué, si je puis dire, avant de partir ailleurs. Et finalement, on va le remplacer jusqu'au jour où on ne pourra plus remplacer, on aura des déficits, etc. Mais en tout cas, normalement, un corps sain à ce qu'il lui faut comme minéraux. Je ne sais pas s'il y a un excès, est-ce qu'il y a évacuation de l'excès, etc. On ne sait pas. Donc, par rapport à cette histoire donc, de la mort, donc, on sait le cycle du calcaire qui passe par les corps vivants, par des organismes qui le récupèrent pour s'en faire, je sais pas, pour s'en faire une carapace, etc. Puis finalement, le calcaire est rendu à son état antérieur. Il est d'abord peut-être, il perd de son côté un peu, j'allais dire homogène, non, mais de ce super corps qu'il s'est constitué à travers, par exemple, la coquille d'un être marin. Et une fois l'être marin disparu, la coquille va commencer à se décomposer, à s'effriter, à repartir. C'est pas le scénario, peut-être le seul scénario, mais en restant là. Donc, et puis même le contact du calcaire et de l'eau, l'eau dissout le calcaire. Alors, comment ça se passe? Là, l'eau douce, mais après l'eau salée, comment ça se passe? Donc, voilà, est-ce qu'il y a un intérêt? Est-ce que le calcaire a un intérêt à passer par toutes ces phases-là? En supposant que chaque chose, même minérale, finalement, peut avoir comment dire, sa propre, comment dire, non pas devenir, mais dans sa réalité, elle doit avoir
des stratégies, des buts, des besoins. Je ne sais pas, on pourrait étendre les choses, évidemment, ou à la matière inerte, qui n'est peut-être pas inerte au sens, j'allais dire, je ne sais pas comment dire, mais en tout cas, on peut dire qu'il y a peut-être des choses qui se passent à l'intérieur, entre les minéraux eux-mêmes. Quelle nature ça peut être, je n'en sais rien. En tout cas, d'autres soleils, d'autres jours, d'autres soleils, il semble, et on en est sûr, au moins pour je ne sais pas, une semaine, une saison, 1 an, 2 ans, on va retrouver le soleil. Alors ça va être sans moi ou avec moi. Et en fait, ce que je voulais dire, c'était un truc un peu, un peu triste dès le départ. Dire, en fait, il y aura d'autres jours, d'autres soleils, d'autres beaux temps, mais moi, je ne serai pas là. L'idée que, d'habitude, quand il fait beau, les gens vont essayer de toucher de près cette beauté, ils en ont été empêchés, ils en sont empêchés aujourd'hui. Après, on va voir, mais d'autres, mais ils peuvent reprendre leur revanche, tandis que les gens qui meurent, c'est mon dernier soleil, c'est mon dernier jour, c'est mon dernier soleil, c'est ma dernière lune, c'est ma dernière journée de lumière. Donc là, c'est la fin. Et puis même, sur un autre plan, il y a des gens empêchés d'aller au soleil parce qu'ils sont maintenus en isolement pour des tas de raisons, maintenus en isolement. Là, il y a l'extérieur, pas loin, je ne peux pas y accéder. Je suis interdit d'extérieur. Donc d'autres soleils, qu'est-ce qu'il y a? Donc cette idée que finalement les choses, le soleil, ben, je devrais être un petit peu désiré. Après moi le chaos finalement. Après moi, qu'il n'y ait plus de soleil, ça ne me dérange pas. Que finalement la Terre cesse d'être comme elle est actuellement, ça ne me dérangerait pas. Puisque moi je ne serais plus là, ça m'affecterait pas. Donc l'état du monde, le monde peut disparaître, extinction. Tout ce qui a, la Terre se faisant, j'allais dire, atomisé par quelque chose, et puis même l'univers lui-même se consumant dans quelque chose, ça ne me dérangerait pas. Je n'en aurais pas conscience, plutôt c'est comme ça qu'on voit les choses. Est-ce que, comme on parle des états modifiés de la conscience, on peut penser que après l'arrêt des fonctions biologiques, il y a peut-être l'accès à d'autres états de la conscience, mais peu importe. Ça ne me, quelque part, ça ne console pas de trouver des hypothèses comme ça, d'élaborer quelque chose. Ça ne console en rien. Ce qui pose problème, c'est l'incapacité, pour le dire, l'incapacité à vivre son instant, nonobstant de ce que peuvent raconter certaines personnes qui pérorent sur cette histoire d'être dans l'instant, de contrôler, d'être apaisé, d'être ceci, cela. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce que l'instant, on ne peut pas le vivre intensément. Le vivre, d'abord, on ne peut pas découper à l'instant de l'instant qui l'a précédé ou l'instant qui va le suivre, mais en même temps, c'est comme quand on consomme quelque chose, on sait que après c'est fini. J'ai acheté des choses, c'était des gâteries, j'en ai profité, mais après, je ne veux pas en avoir pendant un certain temps. Ou par exemple, il y a un fruit de saison, la saison se termine, j'aurai plus accès à ce fruit.
Pas parce qu'il n'existe pas, mais parce que je ne penserais pas à acheter du raisin, par exemple, en décembre, en janvier, ça me dirait rien. Mais là, j'ai encore du raisin. Je sais que l'année d'après, le raisin sera là. Mais mon instant à moi, il ne reviendra pas. Donc je ne peux pas en jouir parce que je dois plutôt en partie être heureux peut-être d'être là encore, mais d'être aussi en deuil. Donc je dois laisser passer mon instant. Donc il y a un paradoxe, il y a une sorte qui est difficile de pouvoir finalement solutionner, il n'y a pas moyen. Donc il ne s'agit pas d'attendre un discours ou un vadémécum ou quelque chose qui a un moyen, une sorte de solution prête à l'emploi. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Puisque nous sommes des êtres qui allons là où quelque part l'aléatoire nous amène. On ne peut pas contrôler l'aléatoire. Je peux être dans une situation de bien-être, mais comme ça, subitement, je vais être traversé par une scène qui va évidemment s'aborder, ou en tout cas déstabiliser ce sentiment de bien-être. Donc je ne contrôle pas. Je ne contrôle pas, à moins d'organiser une sorte d'amnistie et presque d'effacer. Et on n'efface pas. Il y a des choses qui se sont effacées d'elles-mêmes, mais il y a des choses qui ne s'effaceront jamais. C'est la question. Alors, on a derrière une histoire. Si on n'avait pas d'histoire, on profiterait de l'instant. Mais après, on a une histoire passée, une histoire à venir qui inclut notre disparition. Et peut-être, avant la disparition, le passage par un cycle de souffrance et d'impuissance. Donc, on connaît déjà l'impuissance, on sait ce qu'est cette affaire-là. Être impuissant, ou peut-être être impuissant biologiquement parlant, mais aussi culturellement parlant, j'allais dire métaphoriquement parlant, on peut être socialement parlant, économiquement parlant, humainement parlant, l'impuissance. Et puis même au niveau de sa capacité à réfléchir, à faire venir des idées, des éclairs de génie, être incapable de provoquer un miracle de vision ou un miracle de composition orale. Il n'y a pas moyen de tomber sur une sorte d'association de mots. Cette association serait totalement originale et elle m'amènerait finalement à exister dans des états auxquels je ne suis pas habitué, qui ne me sont pas familières. Chaque fois que je dis une chose, c'est toujours quelque chose qui me semble correspondre à ce que je suis ou à ce que je vis. Il n'y a rien qui soit incongru. Finalement, et moi je voudrais toucher l'incongru, l'inenvisagé, la chose pas possible. J'ai été traversé par les singularités de la pensée, les singularités de la perception, les singularités de l'énonciation, et il n'y a rien qui soit singulier. Et puis moi je suis un être humain, je fréquente d'autres êtres humains, enfin je les fréquente à distance. J'ai entendu Ray, il parlait un très bon français. Est-ce que quand on a un âge très avancé,
et on dit qu'on a eu l'honneur de rencontrer quelqu'un. Est-ce qu'il est encore nécessaire, utile, informatif, pertinent de dire quelqu'un qui parle un bon français, un français parfait? Qu'il aurait parlé un français mauvais, ce n'est pas le problème, ce n'est pas le parler, c'est ce qu'on a à dire qui compte. Qu'on le parle même pas, qu'on commence à le présenter comme, comment dire, à le mimer, qu'on mime les choses. Parler un français parfait de quel moment? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a été un bon élève. Est-ce que le, la qualité de bon élève, est-ce qu'elle sied à quelqu'un normalement, est-ce qu'on est encore à l'école et face au maître, face à ce système de notation, à ce système de distinction? Est-ce qu'il y a besoin de distinguer quelqu'un en le disant, mais finalement d'ailleurs, on se positionne toujours comment dire, en disant oui, moi, je peux t'accorder le statut de bon parleur en français. Parce que moi, je suis légitime à le faire. Toi, tu ne pourras pas. Parce que cette langue, ben, tu ne fais que l'emprunter. Elle n'est pas tienne. Voilà. Elle t'a été prêtée. Donc, on peut être extraordinairement déçu parce que il y a des mots, il y a beaucoup de choses que l'on pourrait s'abstenir de dire parce que ça n'apporte rien. Ça n'apporte rien et au contraire, ça peut un peu et faire provoquer une sorte de non pas de désordre, mais dans le message, mais quelque chose qui n'est pas. On a besoin de passer un message. Un message, on peut le passer de façon très presque linéaire. Ça suffit largement. Un être qui savait raconter, un grand conteur. Ça suffit largement. Le mot conte, conteur, nous fait imaginer des choses extraordinaires, merveilleuses, qui n'a pas la nostalgie des contes entendus dans son enfance. Cette nostalgie, quelque part, cette fin, cet extraordinaire élan que nous avions pour les contes. Et une de mes scènes les plus favorites, quelque part, c'est pas auprès de ma mère, c'est pas auprès de mon père, et moi, à une époque où il n'y avait pas de livres, on lisait pas les livres, on racontait un conte, mais un conte, évidemment, que la version classique du conte. Et c'est ma grand-mère qui m'a raconté ce conte. Et elle me l'a raconté d'après mes mémoires qu'une fois. Et cette fois, elle n'a pas de prix, justement. Voilà donc ce que c'est que le conte. Quelqu'un me dit un bon conteur, et puis voilà, c'est quelqu'un qui a du talent, un talent extraordinaire, un talent très rare que de savoir, celui de savoir raconter. Après, donc, d'autres soleils, d'autres jours, d'autres mots, d'autres, finalement, approximations, d'autres erreurs, d'autres facilités, la facilité de penser les choses, comment dire, enfin, penser les choses avec facilité, un peu toujours de la même façon, ne jamais changer d'angle, ne jamais, finalement, se regarder les mots, le reflet des mots, pour voir. Le reflet, évidemment, il est inversé. Donc, regardez le mot, ce qu'il reflète. Il reflète peut-être le contraire de ce qu'il est. Quelque part un reflet, et quand on met les choses en reflet, ben, il y a, je sais pas, en tout cas, voilà, donc je peux pas continuer cette analogie parce que elle est pas évidente. En tout cas, donc, après, il y a toujours un instant
où on a l'impression, quand on parle, évidemment, la parole, il faut la doser, il faut savoir ce que l'on dit, parce que quelquefois, ça peut être très dangereux. On peut dire des choses qui pourraient nous provoquer des tas de désagréments. Donc, on fait attention. Mais en dehors de ça, un contexte politique particulier, donc il faut faire attention. Et c'est vrai. Mais en dehors de ça, donc, on sent qu'on a un énorme privilège parce que l'on peut encore parler de notre vivant. Je parle et je suis encore vivant. Je peux continuer de parler après ma mort, mais là, je suis vivant. Et moi, je peux parler. Et je peux dire des choses qui ne sont pas, comment dire, les mêmes. Je peux changer. Au moins, je peux changer l'ordre des mots. Ben, c'est déjà un changement. Donc, je peux encore produire de l'original ou du différent, tandis que celui qui n'est plus là, sa production est arrêtée. Il a des choses à dire, il y a des gens qui ont beaucoup dit, on retrouve leurs paroles comment dire, en leurs paroles en diffusion, on trouve leurs paroles en permanence, mais cette parole, elle est déjà de l'ordre de l'archive. Le problème qui se pose, c'est qu'il y a une parole qui précède l'ultime parole, ou qui précède la fin. Il y a un moment qu'on parle, puis on ne fait plus que se répéter. Quel est ce moment? Pourquoi on ne perçoit pas qu'on est en train de se répéter? À partir de quel moment la répétition ne semble plus nous alerter? Donc répéter. Quoique, quelquefois, c'est judicieux de répéter parce que c'est nécessaire, parce que le message n'a pas été perçu ou n'a pas été compris comme il fallait. Donc il faut répéter jusqu'à ce que le message soit bien assimilé. Donc, mais quelquefois, il n'y a pas de nécessité. Donc il faut se dire, ah, tiens, j'ai plus rien à dire. Simplement, je peux plus. Parce que je vais dire là, c'est des choses que j'ai dites, il faut avertir, il faut s'avertir que j'ai déjà dites de gens, je ne peux plus, je suis désolé, je ne fais que me répéter. Mais je me répète, mais vous avez ma présence. Vous m'avez moi, me répétant, comme un comédien qui répète, évidemment, qui a pris un texte et qui le déclame, voilà. Donc, là, cette possibilité que nous avons, vivants, de pouvoir originaliser notre parole. Continuer à parler. Continuer à, j'allais dire, à passer du temps avec les mots, à tenter d'obtenir quelque chose de soi-même. Voilà, en se lançant des petits défis, on ne peut pas dire que ce soit, mais défis un peu, voilà, je me lance, mais je sais que, bon, je prends pas beaucoup de risques, mais un petit risque quand même, voilà, ça risque peut-être de se terminer avant que ça n'ait pu aller plus loin, mais ça peut aller très loin. Voilà, il y a toujours le risque, ne serait-ce que pour des raisons physiologiques. Alors, quelquefois, on ne comprend pas ce qui se passe dans le corps. Le corps, il dysfonctionne. Il y a une chose qui, normalement, a la logique. Alors, si il y a des logiques corporelles qui nous apparaissent un peu insensées, il doit y avoir des logiques oratoires, des logiques cognitives qui devraient l'être aussi. Alors que c'est toujours le même problème.
Et alors, le problème, il est dans cette histoire qu'on veut ramener tout vers une origine, un point nodal, un point de départ. Dieu, évidemment, dans certains contextes symboliques, Dieu aurait insufflé, on peut dire, moi j'avais envie de dire avant de trouver le mot insuffler, insuffler, insuffler la vie dans le, dans le corps, comment dire, le corps en argile, dans la statue qui allait être Adam. Donc le corps fait en argile, évidemment, on voit très bien où, dans quel contexte c'est. Donc c'est obligatoirement Mésopotamie, par exemple, et pas de pierre. Donc on ne peut pas dire, comme la statue grecque, il n'y a pas de marbre, pas de bloc de marbre, il n'y a pas de carrière de marbre, il n'y a pas de pierre. Donc on fait avec de l'argile. Bien sûr, l'argile, on sait que c'est facile à modeler, contrairement aux pierres dures, à la pierre. Donc c'est aussi une histoire de facilité, c'est aussi une histoire liée au milieu. Donc on façonne, bien sûr, il y a des... donc on façonne, et puis moi j'avais envie de dire vie, d'entendre le mot vie. Et ce mot-là, qui pourrait être le premier mot et le plus essentiel et le mot fondateur, on voudrait finalement, au lieu d'être submergé par quantité de mots, par quantité j'allais dire, de logique sémantique, et de être juste là, l'essentiel. L'essentiel, c'est de vivre. L'essentiel, c'est de vivre à chaque instant. Mais de vivre quelque part dans une sorte, vivre au mieux, vivre bien, ne pas mal vivre. Vivre, mais bien vivre. Comment on peut établir cela? Comment on peut décider que là, il s'agit de la mal-vie, là, il s'agit de la bonne vie, enfin de la belle vie, enfin de la correcte vie. Il y a une difficile de dire que, parce qu'il y a cette histoire que quelque part on est composé, notre perception de l'instant, elle est rendue plus forte et plus, comment je pourrais dire, finalement je trouve pas le qualificatif, est plus aiguë, parce que nous avons le regret qui nous, quelque part, qui nous suit un peu partout, qui nous harcèle. Voilà le mot du moment, le mot harcelé et persécuté par le regret. Le regret, il est partout. Et c'est ce qui permet de donner, ce qui devrait permettre de donner sa valeur à l'instant. Donc, j'ai accumulé, je ne sais pas, 30 tonnes symboliques de regrets, ben, j'y ajouterai plus rien. Je m'arrête à 30 tonnes, et puis je n'ajouterai pas, même pas un gramme de plus. Et c'est pas possible. Quand on a beaucoup de regrets derrière soi, ben ce regret, il ne cesse d'interférer. Il s'insinue partout, il nous empêche. Finalement, comme on peut avoir une filiation génétique, une filiation culturelle, des filiations de toutes sortes, on a cette filiation avec nos regrets.
ils nous déterminent, ils composent un peu, ils sont la base et c'est ce qui, quelque part, d'une certaine façon, ce qui nous fait fonctionner. J'avance et j'essaie de me libérer de mes regrets, mais je n'y arrive pas. Ils sont trop forts. Et puis je me dis, ma hantise, c'est de ne pas ajouter du regret au regret. Et pourtant, j'ai peur. J'ai peur d'un nouvel essai qui aboutirait à du regret supplémentaire. Donc, je sais où tu es. Par un énorme coup du sort, par un hasard impossible, je sais où tu es. Je peux t'appeler, je peux accéder à ta voix, mais je ne sais pas ce que tu vas me répondre. Peut-être tu vas me dire, je ne veux pas t'écouter. Je n'ai pas de temps pour toi. Et puis même si tu m'accueillais, qu'est-ce que je pourrais attendre de toi? Puisque tu sembles plutôt représenter un cas assez classique d'une sorte de trahison ou d'abandon ou de quelque part assez commun. Je pourrais dire nous sommes victimes de traîtres non magnifiques, de traîtres ordinaires, de traîtres de base. C'est vrai, il y a longtemps, ta voix était à portée d'oreille pour moi, à portée de... Tu étais là. Mais du jour au lendemain, quelque part, tu as disparu. Plus rien. Non que tu sois morte, mais c'est tout comme. Donc je reviens vers l'idée de la mort qui n'est pas, qui est la mort d'avant la mort, qui est la mort, pas la petite mort, parce que quand on meurt, on a, au moment d'agoniser, si on a quelque part la possibilité d'agoniser, on a le moment de se rendre compte, on a le temps pour se rendre compte qu'il arrive quelque chose de très malheureux, qu'il nous arrive une sorte de... Voilà, on est devant l'évidence, mais la mort, l'autre mort, c'est une série de morts. Alors ça compose un tableau tragique, un tableau dantesque, dans lequel il y a comme un tableau gauchien. Ben alors à ce moment-là, les monstres, oui, là, des monstres, faits avec avec des sortes le fait de mettre, de représenter des choses de façon anormale, de façon pas ordinaire. Le monstre, c'est celui qui a quelque chose qui n'est pas logique, qui peut avoir une difformité, mais qui a un caractère qui a une... Donc ces instants-là, cauchemardesques, monstrueux et assez, finalement, en quantité. Alors, toujours en quantité. Ils sont assez... Par contre, ces instants monstrueux sont assez semblables finalement. C'est un peu la même figure monstrueuse qui se répète à l'infini. Alors l'instant, c'est la confirmation.
La confirmation, c'est la perception cauchemardesque d'une réalité. Chaque instant, je confirme, je note, je viens de mourir, je renote, je viens de mourir. Là, c'est un emprunt au chapeau melon et bottes, etc. Donc, quelque part, dans cet épisode dans lequel la personne traquée reçoit un mot lui disant qu'il venait de mourir. En fait, il n'était pas mort, mais c'est une sorte de préparation psychologique. Là, donc je pique, je transvase, ou comment le terme. Donc, on note quelque part qu'on vient de mourir. Là, à cet instant, je viens de m'en défaire. À l'instant. Mais j'ai eu le loisir de voir l'instant mourir, d'assister à son agonie, vraiment de l'accompagner jusqu'à la fin. Et puis, il n'y a pas qu'un instant. Sitôt que je dis adieu à un instant, un autre se prépare à prendre sa place. Donc ça défile, c'est un cortège d'instants morts qui s'en vont les uns après les autres. Et ce cortège-là, il est infini, il n'a pas de limite. Et bien sûr, il a une limite, c'est le temps de ma vie, mais biologique, mais quand même. Et je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Vous savez, j'ai appris finalement à accepter cela, à vivre de cette façon. Je pleure même plus. Je n'ai même plus de sentiments de tristesse ou de malheur. Je constate. Ou la plupart du temps, je constate même pas. Je suis au-delà de ça. C'est devenu tellement ordinaire, tellement c'est ma vie qui s'en va. Bien entendu, j'exagère un peu. Le temps, par exemple, comme ça, de temps passé à côtoyer les mots, à finalement aller à essayer de faire ami avec eux, et semble un temps à part. C'est pour ça que c'est intéressant. Parce que là, obligatoirement, on est dans la vie. On n'est pas dans la mort. On est dans dans un rapport de tension aux mots. On cherche ces mots, on cherche comment avancer, comment exister dans le moment, dans l'instant. Donc on peut se retrouver justement en train de reparler ou de reprendre conscience d'une chose que l'on a fait, qu'on a pris l'habitude d'ignorer, de minorer. Voilà. Donc là, de nouveau, je reprends conscience de la chose. Alors, on a du mal, finalement, d'autres jours, d'autres soleils, d'autres levées de soleil, plutôt. Bien sûr, là, alors c'est le voyage des choses, des stimulations. Là, j'ai vu un reportage sur le soleil, la tempête solaire, etc. Et à un moment donné, je ne sais pas si ça a commencé par une cérémonie j'allais dire un rite ou un rituel en hommage au soleil levant. Et en tout cas, c'est important pour moi, cette histoire. Le soleil qui se lève, l'aurore est un moment extraordinaire. Bien sûr, le coucher du soleil est un moment intéressant aussi, mais plus intéressant par le côté un peu chromatique, par la polychromie, par ces
l'intensité de certaines couleurs, par le fait, et à un moment, on passe un moment, et on sait que ce moment aura une fin. Donc, on attend à la fin. Tandis que le lever de soleil, lui, il n'a pas la même couleur, il n'a pas la même... il n'est pas encore intense, le soleil n'est pas intense, mais par contre, c'est une sorte de montée vers une... comme s'il y avait une promesse, quelque chose qui était en train de naître. C'est pas pareil comme la chose qui s'en va, la chose qui naît et qui peut naître très vite. Donc de suite, on se retrouve comme baignant dans la lumière. Et c'est pas une lumière qui fait mal, c'est pas une lumière qui rend... on n'est pas dans la réflexion, on n'est pas dans la nostalgie, on n'est pas dans les adieux, on est dans l'accueil, et le bon accueil. On est dans une sorte de... Il y a une joie qui nous traverse, comme à l'aube du monde, comme à l'aube de je ne sais pas quoi. L'aube est un moment. Voilà. Alors, est-ce que je me serais trompé? Donc, la chose est ainsi dite. Alors, donc d'autres moments pour d'autres gens qui peut-être feront un bel accueil au soleil ou pas. C'est pas le problème. Quelquefois, matériellement, on est dans l'incapacité de se livrer à ce rituel, à ce qui pourrait devenir un rituel. On n'a pas la possibilité. Donc le soleil, on le voit presque pas, on le voit de loin. Il est quelque chose entre nous et le soleil. Et d'autres jours, vous ferez la fête sans moi. Vous ferez, je sais pas, vous allumerez des feux de joie sans moi. Vous festoierez sans moi, vous allez vous enivrer sans moi, vous allez... Déjà, il y a toujours ce retour sur le fait d'être encore là, mais de plus y être ou en être totalement. Comme si il y a une partie de soi qui a été, comme si on a été un peu déjà amoindri, mais surtout réduit à pas grand-chose. L'être que j'étais, l'être que peut-être tu as été, il n'est plus là en totalité, en intégralité. Il est réduit à quelques-unes de ses composantes. Bien sûr, c'est un être encore actif, encore interagissant, mais ça, on interagit vraiment à un niveau très très bas, presque invisible, imperceptible. Bien sûr, on mange, on consomme, on occupe un espace, on va et vient, mais on ne peut plus, par exemple, comme auparavant, où on pouvait influer sur le destin de certaines personnes, influer par une phrase, par un propos, par une réaction, ou plus encore par le fait de proposer quelque chose de concret à quelqu'un, une alliance. On met deux personnes en contact et ces deux personnes vont faire un bout de chemin, comme on dit ensemble, et puis si comment dire, et cela va changer leur vie de façon définitive. Quand on est quelque part, on ne peut pas être ailleurs. Donc, selon la personne que l'on rencontre, on va avoir un destin ou un autre. Donc, si moi, je participe, comme la fois où, je ne sais pas, quelqu'un arrive, il dit j'abandonne, je voudrais abandonner cette voie. Moi, insistant, non, il ne faut pas. Il ne faut pas. Est-ce que j'étais la seule personne
à avoir, comment dire, décisive dans cette histoire, je n'en sais rien et c'est pas important. L'essentiel, c'est que finalement, on peut aider à la prise de décision. Et après, la prise de décision aura des conséquences. Donc, et c'est là l'interaction que l'on peut avoir avec les autres. Cette interaction est intéressante parce que elle dit, il y a quelquefois l'interaction elle est avec les autres, mais elle est marginale. Et on peut essayer de faire, comment dire, avertir sur une chose, essayer d'orienter. On ne sait pas, on dit des choses, on ne sait pas finalement ce qui va en rester. Ça, on ne sait pas. Donc il est possible qu'une phrase survive finalement dans l'esprit de quelqu'un et elle ne le quitte jamais. Une phrase qui aurait été dite dans un contexte où il y avait du monde. Donc une phrase à laquelle moi, j'aurais pas prêté attention. Et donc quand on est mort, on ne peut plus faire ça. On ne peut plus interagir, ou alors on interagit, je ne sais pas, j'ai un vis-à-vis, ce vis-à-vis, ben, finalement, il va faire en sorte d'ouvrir, par exemple, il va essayer de ne pas être, comment dire, il va maintenir une fenêtre un peu à moitié fermée pour m'empêcher de le regarder, je sais pas, aller vers quelque part. Donc il y a une action quand on, par exemple, on est là, et puis le vis-à-vis, par l'autre vis-à-vis, puisqu'il y en a un certain nombre, ouvre une fenêtre, et puis finalement on se rend compte que ben, je peux le voir, donc il va fermer la fenêtre. Donc voilà, on va dire que, ou alors il va maintenir une sorte il aura tendance plutôt à fermer ses fenêtres plus que s'il avait été sans vis-à-vis. Donc voilà, là, et puis, je ne sais pas, je peux être un vis-à-vis, donc, comment dire, toujours basique, voilà, quelqu'un me voit, et puis il a une pensée, alors je fais partie de son monde, il dit, voilà, cette personne, elle ne fait pas partie de mon monde, et elle me fait penser qu'il y a des gens qui ne feront jamais partie de mon monde. Ah, combien je me retrouve, combien il peut y avoir de distance entre moi et une personne. Ouais, je peux, mais toujours des interactions vraiment périphériques, presque sans importance, quelque part. Rien n'est inimportant, mais il y a quelque chose qui pourrait faire penser. On ne peut pas vivre ces, euh, avec ces interactions, avec ce niveau d'interaction. Ce n'est pas acceptable, ce n'est pas, j'allais dire, c'est pas légal, ce n'est pas juste, ce n'est pas, on a droit à des interactions un peu plus, je peux dire voluptueuses, un peu plus dense, un peu plus dans lesquelles il peut y avoir, je sais pas, une sorte de, comment dire, comme les pierres qui se heurtent, ça fait un bruit. Il faut qu'il y ait du bruit dans les interactions. Il faut qu'il y ait du mouvement, il faut qu'il y ait des étincelles. Là, il n'y a rien. Donc, d'autres jours, d'autres moments, c'est comme un peu la parole, la prise de parole peut sembler comme quelque chose que l'on met, je ne sais pas, on est en train de, de, de lire quelque chose, une sorte de litanie, enfin je sais pas, on est en train je trouve pas le verbe, pour essayer d'éloigner une force mauvaise. Voilà, Satan va des rétros. Et on croit que la formule suffirait à éloigner le diable. Donc à le maintenir à distance. Ce n'est pas. Donc, le fait là aussi de parler permet à un moment donné
de se retrouver dans la position de l'agissant, même si finalement, ça, ce n'est pas très important. Parce que, évidemment, le diable n'existant pas, donc la conjuration n'a pas de sens, le mauvais sort, ça n'existe pas, ça ne peut pas être conjuré. Donc ce ne sont là que des sortes de dispositifs mentaux, là, voilà, culturels, etc., que l'on utilise pour essayer de lutter contre l'angoisse. Mais autrement, il n'y a rien, il n'y a pas de force bénéfique ou maléfique. Il y a soit dans sa totalité, mais aussi dans sa multitude, il y a les bactéries, ça c'est clair, les bactéries dont on est composé, mais les bactéries aussi qui nous accompagnent partout. Il y a les bactéries, il y a les poussières, il y a des choses comme ça. Alors évidemment, quelqu'un poserait la question, est-ce que tu parles des fantômes? Est-ce que tu aurais déjà vu un fantôme? Non. Mais voilà. Mais ça ressemblerait, non. D'abord, l'idée qu'on s'en fait, qu'on me présente, ça peut ne pas être ça, c'est pas possible. Donc on représente le fantôme à partir de choses qu'on n'a pas vues. Donc, mais surtout, par exemple, le fantôme, il n'y a pas de réalité, même si on peut sentir une présence. Quelquefois, on parle de présence, alors, évidemment, en faisant un effort, on peut appeler, faire venir des êtres chers. Oui, quelque part. Mais en faisant un effort, hein, c'est en sachant très bien, lucidement, que ce n'est là que de la conjecturation, que ce n'est qu'une forme qu'on se ment, une sorte d'imposture, ce n'est pas vrai. Les êtres ne reviennent pas. Et déjà, il y a des gens, de leur vivant, on était incapables d'exister auprès d'eux, parce qu'il y a des fossés, il y a des distances, alors, mort, il n'y a aucun moyen. Donc, la réalité, ce qui est la réalité, mais qui la plupart du temps est une réalité invisible. Bon, d'accord, les bactéries, les acariens, etc., les virus, tout ça. Mais la poussière, par un miracle, ou si je puis dire, c'est pas vraiment un bon miracle, quelquefois un rayon de soleil va éclairer une partie de l'espace. On va voir cette ligne qui évidemment, une ligne, souvent, elle est plutôt inclinée, elle va du haut au bas, je sais pas, c'est pas une ligne droite, c'est une ligne comme ça, après, donc par rapport à la lumière, comment elle se projette, donc il faudrait être un peu, faudrait représenter ça de façon, j'allais dire mathématique, je sais pas quoi, en tout cas, l'angle d'incidence, ou je sais pas quoi, il est plutôt incliné. Donc on voit cette inclination et comme et voilà, toute pleine de petites, j'allais dire du mica, toutes pleines de petits fragments de poussière, fragments de quelque chose. Ce sont des fragments fins qui se balancent et qui brillent évidemment avec la lumière, mais ils remplissent l'espace du rayon de lumière. Il est plein. Donc, à côté, c'est plein aussi de ces fragments de choses. Alors, fragments de cellules, fragments de je ne sais pas quoi. En tout cas, ce sont des fragments suffisamment légers pour qu'ils restent en suspension. Donc, évidemment, on revient à ce niveau, je veux dire, au niveau
de l'océan, ou je sais pas quoi, si on est le côté, la présence de particules, la quantité de particules présentes, elle est assez phénoménale au niveau de la mer, puis après, dès qu'on commence à monter en altitude, et ça va se raréfier, mais là, on est obligé. Donc là, c'est une réalité. Mais cette réalité, elle est là sans qu'elle ne soit jamais là de façon concrète. Elle est là perpétuellement. Si je parle, il est possible que je crée des courants d'air dans, et que finalement ça va disperser, enfin ça va créer des remous, les courants de particules, donc on pourrait appeler ça. Donc comme quelqu'un qui se gratte les cheveux, il suffit de poser la main sur sa tête pour faire partir des fragments de cellules, et puis finalement si la lumière convient, on va les voir. Mais sinon, on ne se rend pas compte. Et pourtant, cette personne vient diffuser des milliers de fragments d'elle-même, comme ça, dans l'atmosphère, que tout le monde va respirer. Donc, voilà une réalité. Une réalité, mais qui pourrait finalement, le plus propre d'entre nous, quelque part, d'une certaine façon, le plus propre, celui qui il est obligé d'avaler cette air, d'avaler ces particules. À un moment donné, ces particules se retrouvent en nous. On ne peut pas. Donc, ils sont ingérés par le phénomène d'aspiration de l'air, partie de ces composants. Alors, peut-être la plupart sont sans conséquences, bénins et tout. Mais c'est une réalité, tout ce qui est de plus concret, tout ce qui est de plus pérenne. Pourtant, ça semble pas soulever l'intérêt. Si, bah, sauf celui de certains, évidemment, qui s'inquiètent de la qualité de l'air, mais après. Donc, voilà le problème. Alors, forcer les mots à sortir, à s'aligner, et alors qu'en fait, on est pris par un besoin biologique qui n'est pas spécialement, qui n'est pas compréhensible. Phénomène, voilà. Les liquides rentrent et les liquides, finalement, ils ne peuvent pas rester. Et encore une fois, ça revient sur les minéraux, donc si je vais évacuer les liquides, une partie de mes liquides corporels, donc obligatoirement, je vais de nouveau laisser partir une partie de ce qui m'a composé à un moment donné. Alors, voilà le cycle du minéral, je ne le connais pas, donc voilà. Donc, c'est ça, cette histoire qui n'est pas très... donc on est là et on essaye, malgré tout, parce que c'est la seule réalité, si tant est que c'est une réalité. La seule réalité qui a une quelconque concréité, la seule réalité palpable. C'est soit devant une webcam, et puis essayons de faire en sorte de développer quelque chose. Quelquefois, on peut se le dire, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, pourtant, il faut dire quelque chose. J'ai rien à dire de spécial. J'ai pas de philosophie, j'ai pas de conseils, j'ai pas de ligne, je n'ai rien à vendre, je n'ai rien à attendre, j'attends rien, je n'ai besoin de rien. Donc ce que je dis, je le dis pour rien. Il est destiné à se perdre un peu dans l'univers j'allais dire, dans le grand univers du vide, du grand vide. Alors, le grand univers du grand vide, je sais pas. Où vont les mots, finalement, qui, à un certain temps, voilà, est-ce qu'il y a un cycle des mots? Les mots, quand on les fait tenir dans une sorte d'espace un peu abstrait, ou même abstrait et concret en même temps.
c'est quoi l'espace numérique. Et puis finalement, ils ont été émis dans un espace bien concret. Et, ben, leur, ils ont été émis et sitôt morts. Voilà, un mot est dit, mais il cesse d'exister dans l'instant même où il est dit. Parce qu'il ne peut pas se prolonger, ou alors il se prolonge, mais de façon que nous ne percevons pas. Les ondes créées dans l'air continuent peut-être, il y a une sorte de réverbération de l'onde créée, mais comme on le remplace par une onde, par d'autres ondes, et comme finalement cette onde, nous ne la percevons pas, là encore, l'histoire a des choses réelles, mais invisibles. L'onde sonore et l'onde, comme l'onde qui peut générer une sorte de je sais pas si c'est comme l'onde créée dans l'eau, si ça se, je sais pas. En tout cas, je sais pas comment le dire. Donc, il faut que je me concentre. Et finalement, puisque cette histoire m'embête, cette histoire, ce besoin physiologique m'embête, mais je vais m'arrêter puisque j'ai fait 1 heure. Donc, et j'ai l'impression d'avoir pas dit quelque chose rien de spécial. Voilà, d'autres jours, d'autres. Il s'agissait plus de prendre la parole, et tant que cette parole n'est pas contextualisée dans un moment précis, dans un contexte précis, c'est une parole ouverte, voilà, c'est ça. Alors, d'une certaine façon, on aurait aimé, bien sûr, il y a des gens qui ont écrit, il y a des gens qui ont laissé des traces, mais quelquefois, ce n'est pas suffisant. Et pourtant, on trouve des traces de choses qui se répètent. Voilà, il y a des textes fondateurs, et ces textes fondateurs ont la prétention de pouvoir répondre un peu à tous les temps et à toutes les conditions de l'existence. Ce n'est pas possible. Il faudrait, pour la variété de situations, il faudrait une variété de textes. Bien sûr, un texte fondateur peut évidemment offrir énormément, parce que souvent les textes fondateurs sont des textes assez conséquents, donc ils offrent une variété de réponses ou correspondant à une variété de contextes. Mais quelquefois, non. Il y a des choses qu'on n'a pas envie de sortir de leur contexte, il y a des choses qu'on n'a pas envie de surinterpréter. Simplement, l'angoisse, alors que le regret, maintenant, c'est l'angoisse. Mais l'angoisse très feutrée, très légère, presque pas réelle. Il y a une angoisse. Ou alors, il faudrait être angoissé. Si je suis pas angoissé, c'est pas normal. Il faudrait que je le sois. Par ce côté irréversible, par ce côté, comment dire, incompressible des choses. Je peux pas me rendre maître de mon destin, maître de mes instants, maître de ceci et de cela. À moins de, évidemment. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire? Donc, toujours le problème de la prise de parole, et elle est problématique. À un moment, une date signifie des choses. Une date, un mois, ce mois de novembre, signifie un début et une fin. Alors, en fait, on aime bien rendre quelque part hommage aux morts, mais on ne voudrait pas s'arrêter là. On voudrait surtout rendre hommage aux gens de leur vivant.
finalement, la mort devrait toujours comme une sorte d'exemple, contre-exemple, une sorte de cette, je veux pas, d'une certaine façon, euh, on voudrait demander aux gens qui nous devancent d'offrir un exemple d'une sorte de, de personnes qui auraient entrepris une sorte de, non pas de renonciation, mais une sorte de, j'attends pas, il y a des convictions. Les convictions ne sont pas, euh, ne sont pas destinées à être pérennisées. Des convictions. La conviction, elle naît suivant un certaine réalité, parcours de vie, etc. J'ai mes convictions. Mes convictions me font choisir telle ou telle voie, privilégier telle ou telle euh, orientation. Mais je ne peux pas. Si par exemple mon souci premier était finalement euh, ma personne et le, je dois à un moment donné cesser d'être dans la servitude vis-à-vis de moi-même. Je dois être plus dire je m'émancipe et je deviens un autre. Alors je travaille pour une gloire posthume, d'une certaine façon. Et puis pas de gloire du tout, mais je travaille pour la postérité. Là où je peux essayer de créer ce côté désengagé vis-à-vis de la vie et vis-à-vis des choses qui nous semblent importantes, voire vitales. Ce qui est vital, c'est, je sais pas, on est, on est aussi dépositaire d'une morale qui vénère la vie, qui met avant tout et qui essaie de préserver de nous préserver des malheurs. Donc, et ce souci de la préservation, le souci est étendu aux autres. Je me souviens, il y a 2 jours, au moment du tremblement de terre en Turquie, je pense que ça a touché la Grèce, donc il y a eu une sorte de rapprochement comme ça entre les 2 pays, puisque finalement ils sont confrontés au même, au même danger. Donc la plaque, elle fait pas la plaque eurasiatique, je sais pas, ou la plaque égéenne, je sais plus comment ça s'appelle. En tout cas, elle fait pas la différence entre ce qui est partie turque et partie grecque. Hein. Il n'y a pas un partage de l'île, on Chypre en deux, il n'y a pas, elle s'en fout des nationalités, elle s'en fout des cultures, elle s'en fout de l'histoire, la plaque. Voilà, une autre histoire à elle, quoi. Donc, notre temporalité, si je puis dire. Donc, finalement, je me suis senti une sorte de, au niveau du cœur, j'ai eu une sensation de, mon cœur a bougé, si je puis dire, et ça m'a fait plaisir. Bon, ça a été fulgurant, ça a été rapide, mais ça m'a fait plaisir, puisque, évidemment, suivant l'état des relations entre les 2 pays, la tension, etc., et les perspectives de conflit, évidemment, quelque part, il faut une grande catastrophe pour que certaines personnes, finalement, dépassent leurs intérêts, leur, la sphère, leur sphère privée ou finalement, leur, leur territorialisme ou leur nationalisme premier, ou je ne sais pas comment le dire. Il y a un côté devant quelque chose qui est quand même assez destructeur, assez
chose qu'on ne peut pas maîtriser. Un séisme d'intensité de 7, donc c'est quand même quelque chose d'affreux qui fait beaucoup de dégâts, et donc un séisme, ça annonce d'autres séismes, et donc ça montre que qu'il y a quelqu'un d'autre, qui est un autre acteur dans la partie, et un acteur dont il faut tenir compte. Alors, aujourd'hui, on parle beaucoup de la Crète, la civilisation crétoise, minoenne, tout ça, voilà, donc qui aurait été détruite par un tsunami. Donc, il peut y avoir un tsunami, peut-être de la même intensité, qui pourrait là encore mettre les deux pays finalement à plat, à genoux, quoi. Donc, il y a des dangers autres que le fait, je sais pas, il y a des choses qui méritent qu'on les prenne avec beaucoup de comment dire, qui méritent qu'on s'y intéresse. Je veux dire, ce n'est pas le fait de savoir cette île est grecque, cette minuscule îlot, cet îlot-là dans la mer, s'il est grec ou turc, la chose qui n'a qu'une importance relative. Il demeure les questions vraiment importantes, c'est comment assurer la sécurité de tout le monde en tenant compte des dangers de toutes sortes et des défis actuels et des défis à venir. Voilà, c'est une parole qui l'a comme un peu éclaté, mais il a le mérite d'exister. Donc, il y a des choses qui nous viennent comme ça, qui nous traversent, mais si on les saisit pas, ben, elles se perdent un peu dans le vide des mots, dans le vide des visions. Après, ça ne veut pas dire que le résultat, une fois qu'on s'est saisi de la chose, on va savoir quoi en faire. Mais on s'en saisit quand même, et on la regarde, on essaie de vraiment l'approcher de soi, et comme, et la tâter un peu, peut-être la goûter, l'amener à sa bouche, et puis voilà, et après on la laisse s'en aller, quoi. Donc les mots ne sont que de passage, et voilà. Donc je vais répondre à mon souci physiologique ou biologique plutôt, et puis je reprendrai plus tard.